commence au cœur de l'Italie, au XVe siècle. Un souffle nouveau traverse les ateliers. Les artistes ne peignent plus pour Dieu, mais pour l'homme. L'humanisme vient de naître, et avec lui, la Renaissance. Ce n'est plus l'époque des moines copistes, mais celle des génies. Les artistes se prennent pour des penseurs, presque des savants. Ils étudient les proportions, la géométrie, la lumière. Et surtout, ils veulent comprendre le secret de la beauté. Une anecdote méconnue. Les premiers essais de perspective ne viennent pas de Léonard, mais d'un architecte nommé Filippo Brunelleschi. Pour prouver sa découverte, il peignit le baptistère de Florence sur une planche percée d'un trou et plaça un miroir derrière. Quand les gens regardaient, l'image et la réalité se confondaient parfaitement. Le premier effet spécial de l'histoire de l'art. À cette époque, peindre n'est plus seulement un métier, c'est un acte de connaissance. Les peintres dissèquent des cadavres pour comprendre l'anatomie. Léonard de Vinci, lui, en ouvrait la nuit dans les hôpitaux de Florence. Il notait tout. Ses croquis de muscles et d'os sont si précis qu'ils ont servi plus tard à la médecine moderne. Mais la Renaissance, ce n'est pas qu'un âge d'or. C'est aussi une guerre d'ego. Michel-Ange déteste Léonard de Vinci. Quand ce dernier présente la Joconde à Florence, Michel-Ange le traite de raté plein de théories. Ils ne se supportaient pas, mais leur rivalité fit naître la perfection. Et pendant que ces deux-là s'écharpent, un jeune homme silencieux apprend dans l'ombre. Raphaël, il observe, écoute, copie, puis dépasse ses maîtres. À 25 ans, il devient le peintre officiel du pape. Ironie du sort. À sa mort, on dit que même Léonard pleura. Le pape Jules II, lui, transforme Rome en chantier géant. Son rêve, faire de la ville le centre du monde. Il engage Michel-Ange pour peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Michel-Ange n'est pas peintre, mais sculpteur. Il refuse, proteste, peste et finit par créer l'un des plus grands chefs d'œuvre de tous les temps. Anecdote peu racontée. Sous la peinture du plafond, Michel-Ange a glissé un message secret. Dans certaines scènes, les formes du cerveau humain sont dissimulées dans les nuages. Pourquoi ? Pour signifier que Dieu a offert à l'homme la conscience. La Renaissance, c'est aussi l'âge des mécènes. Les Médicis à Florence, les Sforza à Milan. Sans eux, pas de chef-d'œuvre. Mais ces mécènes avaient un pouvoir terrible, un artiste déplaisait, et sa carrière s'arrêtait net. Les peintres de la Renaissance étaient donc autant politiques qu'esthétiques. Ils peignaient pour séduire les puissants, flatter leur image, mais aussi glisser des symboles cachés, parfois même des critiques déguisées. Une des plus subtiles se trouve dans La naissance de Vénus de Botticelli. Sous la beauté divine se cache une satire, celle de Florence et de sa morale hypocrite. Vénus n'est pas qu'une déesse, c'est l'allégorie d'une société sensuelle, mais coupable. Ce double langage deviendra la marque de la Renaissance. L'art dit une chose et en sous-entend une autre. C'est à cette époque que naît l'idée que chaque tableau a un sens caché. Mais l'innovation la plus spectaculaire, c'est la lumière. Léonard de Vinci invente le sfumato, cet effet vaporeux où les contours se fondent dans l'air. Personne n'avait jamais peint l'air avant lui. Ce procédé fascinera les siècles suivants. Même Rembrandt, un siècle plus tard, dira qu'il voulait peindre comme si la lumière venait de l'âme. Autre anecdote. On dit que Léonard passait des heures à observer la fumée d'une bougie pour comprendre comment la lumière glisse sur les volumes. C'est sans doute de là que vient le mystère du sourire de la Joconde. La Renaissance, c'est aussi l'explosion du portrait. Avant, on peignait des saints, désormais on peint des individus. Les marchands, les princes, les poètes veulent leur image immortalisée. C'est le début du selfie avant l'heure. Ce changement est majeur. L'art cesse d'être un service religieux pour devenir un miroir de l'humanité. Et chaque artiste y met sa vision du monde. Mais attention, la Renaissance n'est pas un long fleuve tranquille. Elle se termine dans la crise. Trop de perfection, trop de règles, certains artistes s'en lassent et donnent naissance à un nouveau courant, le maniérisme, plus libre, plus étrange. C'est là que se joue la suite logique de cette série. L'art commence à douter, à se tordre, à chercher ailleurs. Le monde change et les artistes vont devoir choisir beauté ou vérité. Alors, dans le prochain épisode, on verra comment les peintres maniéristes ont pris le risque de casser l'harmonie parfaite de la Renaissance juste pour retrouver un peu de liberté.